Si tu n'y étais pas, j'ai passé 4 jours pour toi au salon Watches and Wonders pour tout voir ou presque. Plus de 30 rendez-vous en 4 jours, c'était assez intense. Je te donne mon ressenti sur les 9 premières marques. On va commencer avec une marque que j'aime beaucoup, c'est Oris. Cette année, on a fait un petit peu dans les détails. Un petit peu comme tout le monde d'ailleurs, en 2024, la frilosité de ce marché horloger qui est assez lent, assez mou, assez frileux finalement, oui, contraste pas mal avec la folie des dernières années. Alors ça pousse tout le monde à consolider, c'est le terme que j'ai utilisé pendant tout ce salon. C'est vraiment l'année de la consolidation. Et bien ici, chez Oris, ça a été tout pareil. On a gardé les modèles de base et on a fait des modifications, surtout sur ce best-seller qu'est la Aquis, en changeant quelques petits détails sur la carrure, en travaillant sur la finesse, sur le ciselage du boîtier, en travaillant les ouvertures pour avoir un modèle un petit peu revisité. Alors, la Aquis n'embarque pas le calibre 400 sur tous les nouveaux modèles. On continue d'avoir le calibre Celita, le calibre classique avec la masse oscillante rouge que vous avez déjà vu plusieurs fois sur la chaîne. On va pas se plaindre, hein, les prix bougent pas trop avec ce calibre Celita. Là où le calibre 400 avait fait augmenter les prix, forcément, il a fallu pour la marque amortir le développement de ce calibre. Et bien là, on a quand même des prix qui restent relativement stables. On est autour de 2400 € pour le nouveau modèle. Je vous ferai une vidéo complète sur ce genre d'exercice parce que je trouve que c'est intéressant de voir comment une marque va prendre son modèle de référence et va le modifier. C'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu touchy puisque c'est une refonte d'un modèle qui est un best-seller chez eux. En même temps, il faut refondre ce modèle parce qu'il faut le faire évoluer avec le temps pour que le modèle reste dynamique dans la collection. Il peut pas s'endormir comme ça en collection, mais en même temps, si on y touche trop, on peut perdre une certaine population, une certaine clientèle qui aime beaucoup ce modèle et ça mérite qu'on s'y penche d'un petit peu plus près. Pour la deuxième marque, je suis allé chez Rolex, mais on est aussi dans la consolidation. Chez Rolex, on n'est pas venu apporter des nouveautés dans tous les sens, comme l'année dernière avec la Daytona, la 1908, vous vous souvenez des petits ballons, etc. C'était la grosse fête l'année dernière, mais là, ils ont décliné sans vraiment de grosses innovations. Voilà, Day-Date avec des chiffres romains, qui est vraiment très sympathique, hein, bien entendu, on va pas dire le contraire. Mais bon, rien d'extravagant, rien de fou, rien de grande nouveauté. On a par contre été très surpris, alors bon, c'est un petit peu paradoxal, parce qu'on était très surpris, mais bon, voilà, pas non plus extrêmement emballé. Voilà, on a été surpris par une montre qu'on n'attendait pas, qu'on n'avait pas forcément demandé, que le public n'avait pas forcément demandé. Une montre un petit peu absurde d'ailleurs, hein, quand on y pense. Une Dipsy totalement en or, une montre qui descend à 3900 mètres, mais en full gold, 18 carats. Alors autant te dire que t'as pas besoin d'être lesté, tu mets tes bouteilles et puis tu coules comme une enclume. Là on parle de 320 grammes d'or au poignet, c'est absolument colossal. C'est vraiment la seule montre où j'ai senti comme ça ce poids au poignet avec une Daytona platine, 250 grammes c'est déjà lourd, mais là c'est vraiment encore plus. Ça contraste vachement avec la Dipsy Challenge qui était sortie en 2022, modèle en titane de 251 grammes. On parle d'une montre qui va descendre à 11 000 mètres, c'est absolument hors concours, mais vous voyez ce contraste entre une Dipsy en titane et une Dipsy en or, c'est les deux extrêmes. Voilà, faut l'assumer, cette montre en or, mais en tout cas, Rolex, c'est marrant, ils viennent nous dire avec cette montre, écoute, on fait ce qu'on veut, hein, vous pouvez attendre plein de choses, et ben non, on fait ce qu'on veut et vous pouvez espérer, mais c'est nous qui décidons. Et oui, il y a un paquet de personnes qui font des plans sur la comète avant chaque Watches and Wonders. Vous voyez pas mal de nouveautés, fake nouveautés qui sortent avant le salon, des prévisions. Bah là, toutes les prévisions sont un peu tombées à l'eau. Personne n'attendait cette montre, forcément. Qui pouvait l'attendre? Sinon, on a eu la deuxième GMT Master 2 noir-grise. Rien de révolutionnaire, bien entendu. Voilà, une déclinaison de couleurs, le Skydweller rose, cadran gris, très sympa. Mais bon, voilà, pas dingue. Je dirais qu'on a plus rêvé avec la 1908 en platine et puis son sublime cadran guilloché. C'est pas trop le genre de Rolex, de sortir des montres classiques, guillochage, etc. Mais là, ils s'en sont vraiment bien sortis et pas mal de monde m'en ont parlé dans les allées du salon. À chaque fois, voilà, on se demande tous un peu la question, le running gag sur le salon, c'est on va au bout de quelques rendez-vous, je dirais mi-journée de la première journée, on commence à te demander alors t'as vu des belles choses? Et alors là, je pense que c'est la question que tout le monde se pose et tout le monde se pose entre nous et toutes les marques nous posent cette question, c'est est-ce que t'as vu des belles choses? Faut avoir une réponse très rapide, sinon vous passez votre temps à réfléchir à ce que vous avez vu, mais en tout cas je pense que pas mal de monde m'a répondu cette 1908 quand on leur posait cette question, et ça c'est intéressant parce que Rolex sort un peu du côté gamme professionnelle pour aller explorer une gamme qu'ils ne connaissaient plus depuis assez longtemps. La Céline c'était un petit peu très très mou comme gamme, mais là c'est assez intéressant. Donc c'est un cru un petit peu moyen chez Rolex, mais bon,
Voilà, c'est comme ça, on verra l'année prochaine. Vous l'avez peut-être remarqué si vous avez suivi les news Watches and Wonders, mais on a pas mal d'or et de platine, pour citer un artiste qu'on connaît bien. Et on a pas mal de déclinaisons qui sont sorties en or et en platine, là où certaines marques vraiment ont délaissé de l'acier, sûrement pour justifier des hausses de prix ou des hausses de panier moyen sans trop se prendre une salve de « Ah, c'est une simple augmentation, c'est trop cher ». Là, on change de matière, donc forcément on peut se permettre des augmentations. Voilà, il y a quand même eu des augmentations de prix délirantes ces dernières années. C'est pas Tudor et Rolex qu'il faut blâmer à ce petit jeu parce qu'ils franchement ils font figure de très bons élèves, mais ils ont eu des hausses mesurées eux, mais vraiment là j'ai l'impression que les hausses se sont un petit peu calmées un petit peu chez tout le monde et Dieu merci. En troisième, on va dire que c'est l'année Tudor, vraiment, avec cette Black Bay GMT. Une Black Bay GMT Master Chronometer, c'est une base de Black Bay 58 GMT. Alors quand on la regarde, on se dit tiens, cette petite tête me dit quelque chose. Alors oui, moi je trouve que ça se rapproche d'une 6542 qui est la première GMT de Rolex. Ils ont quand même repris cette couronne, voilà, pour la faire beaucoup plus fine. Alors moi j'ai une Black Bay 58 là au poignet. On voit bien la différence. Il y a un petit cylindre qui vient soutenir comme ça le pas de vis de la couronne sur celle que j'ai. Et là ce petit cylindre, il est complètement inspiré. On ne le voit plus. Il est à l'intérieur de la couronne et je trouve que ça rend vraiment bien. Ça rend la montre plus compacte et voilà plus ramassée. Et je trouve que c'est le fait d'avoir repris cette couronne change vraiment la physionomie de la montre. Certains n'ont pas trop apprécié la présence un peu prononcée de gilt, donc de doré. J'en ai encore discuté tout à l'heure avec quelqu'un. On m'a posé la question. Moi, je trouve ça assez sympathique. Il y en a un petit peu partout, mais l'association des couleurs, je trouve, est vraiment magnifique. On a le très très beau rouge de la lunette qui est pas du tout pétant, qui est vraiment élégant. C'est un rouge très très vintage. Moi, ce que je regrette juste sur cette montre, c'est le manque de contraste de l'aiguille des GMT. Je trouve que c'est dommage parce que c'est une aiguille qui mérite d'être mise en contraste avec une autre couleur. Et là, pour le coup, ce n'est pas le cas. Je trouve ça assez dommage. Alors, on apprécie aussi cette nouvelle Black Bay monochrome. C'est clairement une Rolex Submariner vintage, à prix plus raisonnable, mais ça reste encore une fois un tel rapport qualité-prix. Vraiment, chez Tudor, ils ont une famille de montres autour de 4 000-4 500 €. Ils sont au sommet de ce qui se fait le mieux en termes de montres du quotidien, avec un mouvement de manufacture Tudor. Ils sont le luxe accessible que représentait finalement Rolex dans la seconde moitié du XXe siècle. La stratégie a l'air vraiment d'être la même, quoi. Quand on s'y intéresse, Tudor est aujourd'hui ce que Rolex était à l'époque. Puis chez Tudor, ils se sont dit, tiens, on va dire un gros fuck aussi. Comme pour cette Deep Sea en or, on fait ce qu'on veut, un petit peu comme chez Rolex, ils se sont dit on va sortir une montre que personne n'attend, et ils ont sorti la Black Bay 58 18 carats, ils ont sorti le bracelet or, donc pour avoir une montre totalement en or. Voilà, c'est une montre à 32 300 €. Voilà, bon, ça rigole pas, c'est pour une certaine catégorie d'acheteurs, qui n'est pas moi, certes au passage, mais bon, c'est un mouvement de manufacture, on a des belles spécifications, je dois dire que c'est quand même une belle proposition de la marque. En parlant de belles propositions, Zenith nous a fait plaisir cette année avec un petit revival. Je vais commencer par autre chose parce que je pense que on va évacuer directement les nouveautés qui m'ont plu mais qui sont un peu moins dans mon cœur. Je dirais le El Primero chronographe de la gamme Défi, très sympa mais c'est quand même assez grand. C'est des diamètres qui vont plaire à certains mais qui me touchent moins. C'est très bien fait. On fait des déclinaisons de la gamme Défi, on rentre comme ça, on étend la gamme et c'est très intéressant. Ils ont sorti aussi un tourbillon avec cette tendance. Je sais pas s'ils se concertent tous à un moment, c'est marque, mais une tendance du tourbillon, un peu comme cette tendance des matériaux précieux. Après le tourbillon est... Donc ils ont sorti là chez Zenith avec cette Défi tourbillon. Le tourbillon, c'est un élément qui a une forte valeur perçue, le tourbillon forcément. Donc c'est une complication noble, c'est une complication qu'on voit, c'est une complication qu'on peut partager. Elle est directement sur le cadran, cette complication. Donc on peut vraiment la partager avec les autres. Et puis c'est une complication apparente, donc on en a pour son argent et on peut la facturer donc au prix fort. Mais moi, ce qui m'a plu chez Zenith, c'est le tout nouveau modèle de Défi Revival à 3648. On reprend un modèle de 69, on en fait une reproduction fidèle, cette première montre de plongée Défi, qui a vraiment une tronche absolument adorable, et on en fait une montre de 2024 avec des spécificités de 2024. Voilà, pour 8 000 €, vous aurez un mouvement Elite 670 automatique, une montre 3 aiguilles, mouvement de manufacture, un très très bon mouvement de chez Zenith. C'est certes pas un El Primero, mais bon,
ça ne déprécie pas la qualité de ce mouvement. Mais bon, je pense que, honnêtement, si vous me posez la question, j'ai un petit peu de mal à expliquer qu'une 3 aiguilles en acier est 1600 € moins cher qu'une A3817 que je vous ai présentée ici. C'est un peu dur à expliquer. Parce que là, d'un côté, on a un El Primero chronographe et de l'autre, on a un Elite 3 aiguilles classique. Automatique. Voilà, je sais pas comment vous le dire, mais 1600 € d'écart, c'est un petit peu, je trouve ça trop faible pour justifier l'écart. Quand on voit Daytona qui est autour de 15 000, une sub qui va être autour de 9-10, là on a une vraie différence significative. Les deux sont sur bracelet acier, les deux sont en acier. Voilà, je pense que les comptes sont pas bons dans ce gamme de prix, mais je trouve ça dommage. En tout cas, ça crée un peu la confusion pour moi. Il y a aussi une déclinaison moderne de cette défi, qui par ailleurs me plaît énormément. Je pense que c'est un de mes coups de cœur du salon. D'ailleurs, j'en ai pas assez parlé, mais vraiment, je pense que c'est la montre coup de cœur. Et d'ailleurs, j'ai eu une super discussion avec une personne du patrimoine chez Zenith qui était absolument passionnante, cette personne. D'ailleurs, je la remercie si tu regardes cette vidéo. Merci pour cette présentation. Et je trouve que ça a aussi ajouté au fait que j'en apprenne plus sur la pièce, que je rentre un peu plus dans l'histoire de cette montre. Ils ont pris le concept, en gros, ils l'ont transposé dans une montre de 42,5, sachant que l'autre fait 37 mm. J'ai vraiment apprécié cette lunette double qui crée une sorte de triple étage. On a une lunette rotative, une lunette fixe, et puis le verre, ça donne un volume intéressant sur cette pièce. Mais bon, vous me connaissez, je préfère la pièce vintage. En 5, je suis allé chez Nomos. Ils ont décidé de faire une montre anniversaire pour les 175 ans d'horlogerie à glace chuteuse. Donc, c'est pas 175 ans de la marque, parce que Nomos, c'est une marque des années 90, mais c'est 175 ans d'horlogerie à glace chuteuse. C'est une Tangent 38 mm 175 ans avec édition limitée 175 pièces. Et surtout des cadrans colorés. Il y a 31 cadrans colorés avec des noms originaux qui sont proposés sur ce même modèle. C'est vraiment assez incroyable pour une marque. C'est quand même un process industriel de faire ça. C'est compliqué à mettre en œuvre. Mais je trouve qu'ils ont un dynamisme chez Nomos pour une marque à glace chuteuse qui est une ville un peu toute petite. C'est un petit village enclavé à l'est de l'Allemagne. C'est bon. C'est pas là-bas qu'on va chercher une inspiration dynamique, des cadrans colorés, etc. C'est plutôt conservateur là-bas. Et bien ici, ils arrivent quand même à trouver pas mal d'inspiration, une certaine fraîcheur. Même les équipes sont toujours extrêmement dynamiques et je trouve ça passionnant chez Nomos quand on va les voir. C'est toujours rafraîchissant et ils ont sorti donc cette montre avec le mouvement DUW, c'est un mouvement manuel DUW 4101 qui est fait par Nomos à glace chuteuse. Et tout ça pour 1950 € seulement, si je puis dire. Bon, bien sûr, ils ont toujours des modèles classiques avec des mouvements de manuf à l'intérieur. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie chez cette marque. Ce soin du détail sur les mouvements, voilà. On en a pour son argent, c'est Nomos. Si on aime les beaux mouvements de manuf d'horlogerie pas trop chers, c'est assez rare d'avoir des mouvements de manuf à un tel prix. Si vous voulez des mouvements de manuf, on va aller voir la 6e marque, Patek Philippe, rien de révolutionnaire, ils ont toujours leur modèle classique, surtout ce bracelet d'ellipse qui est absolument incroyable, qu'ils avaient affiché comme ça en grand, en immense, sur toute la hauteur de leur stand sur le salon en vidéo. C'est très joli. On a toujours les Nautilus, on a toujours les Aquanaut. Bon, on trouve pas vraiment de grosses nouveautés cette année, même si on apprécie bien sûr le savoir-faire en général. Cette montre gravée, finement ciselée à la main, bien entendu, c'est superbe. Mais bon, on se mouille pas, c'est assez révélateur vraiment de l'atmosphère qui régnait sur le salon. C'était la bonne humeur. On était tous dans la bonne humeur, on n'était pas dans la folie. Voilà, c'était pas vraiment la bamboche, comme dirait monsieur le préfet. Mais bon. Les marques les plus innovantes sont pas forcément les plus grosses cette année et ça justement, ça laissait de la place aux plus petites. C'était le moment idéal finalement pour une petite marque pour venir à Watches and Wonders et sortir du lot. On pouvait le faire cette année. On n'était pas écrasé par les grosses marques et leurs nouveautés. La 7e, c'est Pékinier. C'était l'année de la Morea. Donc ils ont un petit peu décliné dans tous les sens. C'est un best-seller de chez eux, c'est normal. Mais le plus surprenant n'était pas chez la Morea. Je dirais que la Morea, c'était la partie la plus commerciale alors que la partie la plus impressionnante, la plus presse, la plus PR, c'était le tourbillon. Alors le tourbillon, il a pas crevé l'écran. On s'attendait pas vraiment à ce que cette marque sorte un tourbillon. D'ailleurs, je pense que personne s'y attendait. Personne l'avait demandé, Puis la marque a été reprise en 2021 par Hugues Souparis, que j'avais eu la chance de rencontrer, qui est d'ailleurs très sympathique. C'est un industriel français qui est passionné du Made in France. Se dire que 3 ans seulement plus tard, on sort un tourbillon royal avec un mouvement de manuf, c'est un peu hors norme, un peu rare, c'est très beau. Mais donc on s'y attendait pas, et donc la montre sort, Watches and Wonders 2024.
pour 65 000 €. C'est pas rien, mais on va dire que pour un tourbillon, encore une fois, c'est relativement raisonnable. On apprécie aussi le travail sur le cadran, comme cette goutte d'eau qui est venue tomber sur le tourbillon. Je trouve encore que le logo est un petit peu gros, un petit peu trop présent, mais bon, la montre est vraiment dotée de très belles finitions. Pour la 8e, je suis passé voir la marque Ressence. Je n'étais jamais passé la voir auparavant, même si je connaissais les modèles qu'ils produisaient, mais bon, voilà, c'était une très bonne idée de passer les voir, parce que je trouve que c'est une marque dont on ne parle pas assez, et puis à porter au poignet, c'est vraiment très contemporain. Ça apporte un vrai vent de fraîcheur depuis ces dernières années. C'est sincèrement une marque qu'on voit pas assez souvent. Une marque qui mériterait d'être plus souvent au poignet des collectionneurs. Et enfin la 9e, je me suis fait plaisir, je suis allé chez Vacheron Constantin, forcément, Sublimes Overseas, déclinés en cadran vert. Alors c'est les premiers cadrans verts satinés soleil dans la collection Versys. Voilà. Donc on essaye de le dire avec un peu d'entrain, un petit peu de surprise. On fait semblant d'avoir entre les mains une grande nouveauté, mais bon, ça reste une déclinaison. Alors, attention, la pièce est magnifique, c'est le rôle des PR, des personnes de la presse, de rendre la nouveauté un peu excitante. Mais bon, il n'y a rien d'incroyable. Comment dire, j'ai été charmé, mais pas surpris. Voilà. On peut dire ça comme ça. J'ai aussi été charmé d'ailleurs par la Patrimonie, qui est vraiment une sublime montre minimaliste. Ça célèbre vraiment le minimalisme horloger, la gamme Patrimonie. On a ces cadrans avec un vieil argent soleillé. Ils appellent ça comme ça, vieil argent. Je trouve ça vraiment très beau. Et vraiment, je trouve que ça représente bien le modèle. On a un diamètre rétréci 39 mm. On est vraiment dans un esprit années 50 pour une collection qui, bizarrement, n'a que 20 ans. Voilà. Personnellement, j'aime ce côté rassurant des montres classiques. C'est juste simplement beau, en fait. C'est juste simplement beau. Et ça fait plaisir. Juste d'avoir des montres qui sont juste belles. Voilà, élégantes, chic. Pas besoin d'en jeter des tonnes. Par contre, pour en jeter des tonnes, vous pouvez aller voir la traditionnelle tourbillon chronographe. Alors là, attention, c'est la réputation de la marque des années 30-40. C'est une édition limitée en platine calibre 3200, chronographe monopoussoir tourbillon. Bam! T'empiles les spécifications, c'est vraiment pour un collectionneur fortuné, très fortuné. D'ailleurs, je n'ai même pas le prix, je ne l'ai même pas demandé. C'est absolument magnifique, on touche vraiment des sommets avec ce genre de pièces. C'est des pièces qui font tourner la tête quand on les a entre les mains. C'est tellement beau, c'est tellement incroyable. C'est des pièces comme on n'en porte plus finalement. Enfin, en tout cas, moi, j'en vois pas au quotidien. Si vous en voyez au quotidien, vous avez de la chance. Quand on commence à regarder ça, on peut vraiment difficilement revenir à autre chose. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit commentaire. On se retrouve maintenant dans une seconde vidéo pour la suite de mes nouveautés Watches and Wonders.